présenté, je vais remercier notre partenaire privilégié de très très longue date, Artilect, avec Nicolas qui est fan d'échecs. Il nous a installé, mais on aurait dit la bataille d'Austerlitz des jeux d'échecs, tellement il y avait d'échiquiers là, et c'était trop beau, alors on les a un peu perturbés. Celui-là, c'est pas une partie en cours, c'est juste qu'ils ont été mal placés. Mais en fait, c'est super. Et là, franchement, on est bien. Alors, les vieilles machines, vous savez ce que c'est. Ça fonctionne. On discutait avec Fabrice et Benoît dans notre bunker bien-aimé de choses et d'autres. Et puis, Fabrice en est venu à nous dire qu'il avait porté Sargon 3 de l'Apple II, à ne pas confondre avec Sargon 2 sur Apple 3. Hein. Déjà, je préfère le dire de suite. Et sur l'Oric, alors ça a commencé à désenvoler lyrique et je me suis dit, mais peut-être que ça intéressera tous nos membres de voir un peu comment c'est possible et peut-être que ça leur donnera des idées pour porter World of Warcraft sur ZX80 en 1K, puisqu'il y en a des gens qui ont réussi à faire des jeux d'échecs, un jeu d'échecs sur le Sinclair ZX81 avec 1K, le célèbre 1K Chess, qui était quand même un tour de force, comme on dit en anglais. Alors on en a profité pour refaire un peu la présentation, et puis on avait une machine un peu malheureuse tout au fond, elle criait là, avec ses petits bras, et elle voulait nous rejoindre, alors on l'a mise à côté, et c'est donc un Vidéopack 7200 de chez Schneider, dans un joli bleu nuit, brillant, du plus bel effet. Et le jeu d'échecs a une particularité. Benoît va peut-être pouvoir le lever pour que les gens puissent voir. Normalement, c'était prévu pour le Vidéopack Plus. Et comme je suppose que ça ne devait pas rentrer dans la cartouche de taille vidéopackesque, Philips l'a mis dans la cartouche, dans l'extension de cartouche du basique, donc qui remplit à moitié seulement, si je me souviens bien, et qui permet d'avoir une puissance de jeu incalculable. Oui, je pense qu'il y a le processeur, ouais. Je m'en rappelle plus bien, mais ouais, donc c'est pas fait pour une version à écran comme la 7002, mais ça marche. Je pensais que ça marchait que sur les Vidéopack Plus pour avoir un joli fond d'écran, mais non, en fait c'est ultra basique et c'est nickel. Donc je pense que là, un amateur de jeux d'échecs de 1983 ou 4, là, il devait être content d'avoir ça pour jouer chez lui, même s'il fallait pas qu'il soit trop pressé pour jouer, hein, parce que c'est plutôt mou comme machine. Bon, voilà pour cette digression hors sujet. Alors j'espère aussi que vous pourrez voir ces beaux écrans à tubes comme on n'en fait plus dans la vidéo et que ce ne sera pas saccadé, mais on peut faire confiance à notre champion du son et de l'image, Mazami, qui est aux manettes et qu'on remercie pour cette captation. Voilà. Eh bien, les amis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, si ça vous dit, ou sinon on peut parler d'autre chose. C'est comme vous voulez. Si on parlait un peu de Sargon déjà, le Mésopotamien. Je pense que tu as plein de choses à nous dire sur lui, toi qui es féru d'histoire ancienne. Oh, ben, pas forcément, mais en tout cas, je trouvais que Dan et Kate Spraglin étaient un peu méconnus de nos jours. Ils n'ont même pas de page Wikipédia C'est vrai, ça c'est étonnant. à leur nom. Bien que Sargon ait une page Wikipédia, par contre, et toute la série de jeux. Et donc, il faut chercher après sur des liens indirects pour tomber sur des. Il y a un grand entretien qui a été fait euh, de CD qui ont été enregistrés. Ah oui. Et il y a un transcript, donc une transcription de la discussion qui a été faite. Mais en dehors de ça, on a très peu d'informations sur ce couple de programmeurs. Est-ce que tu as leur premier livre de Sargon? Tu sais, le premier truc qu'ils ont sorti, je crois que c'était en 77, un truc comme ça. Non, je ne l'ai pas. Donc, Il est dur à trouver effectivement, celui-là. dès qu'ils ont fait leur premier jeu Hmm. d'échecs, et ils ont effectivement publié un livre. Alors, c'était un jeu d'échecs, le premier Sargon, qui était beaucoup plus rudimentaire quand même, hein, qui regardait simplement à un coup, voire, quand je dis des coups, c'est des plays, tu sais, c'est juste des demi-coups en fait, un demi-coup ou deux demi-coups au maximum en avance. Et voilà, donc après par contre... C'était sur Z80 ça, non? alors c'était effectivement Sur Z80, oui.
Effectivement, le 6502 est arrivé bien après Oui. pour eux. Ils ont commencé à faire des machines, des programmes sur Z80. Et puis, ils ont participé à un premier championnat du monde. Ah oui. Et ils ont gagné. Voilà. Ils ont participé à un deuxième championnat du monde. Ils ont encore gagné. Avec Sargon ou avec Sargon 2? Avec Sargon 2. Ouais, sur Apple II alors. Non? Non. Donc c'était encore donc les deux premières échéances des championnats du monde, c'était encore sur des Z80, je crois. Ah oui, d'accord. À vérifier. Ouais. Ils sont passés qu'un petit peu plus tard sur 6502. Si je me rappelle bien, c'est le frère de Kate qui avait commencé à faire le premier portage sur 6502. Et après, par contre, quand ils se sont rendus compte que c'était une machine qui répondait particulièrement bien à ce type de jeu. Ah oui, ça c'est important. Avec les modes d'adressage qui étaient rapides par rapport à un Z80, ils ont migré, ils ont transformé leur programme, ils ont recréé en fait tout sur 6502. Ah d'accord, ouais. Et puis bon, l'Apple II était une machine quand même qui avait le vent en poupe. Je pense que ça a dû les motiver. Ah bien sûr. Ils ont pu vendre un paquet de copies après de Sargon 2. Oh, j'avais envie de dire qu'il n'avait pas son Sargon 2 sur Apple II à l'époque. Mais bon, c'est une autre histoire, hein, c'est une autre filière. Il fallait déjà avoir un Apple II, ce qui n'était pas donné. Ça c'est vrai, ouais. Alors oui, tu as raison, je me permets une toute petite aparté. L'Apple II n'est pas une machine populaire. Hein. La machine populaire, c'est le ZX81. Ça, voilà, c'est les Anglais, mais l'Apple II, hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au prix que ça valait... machine de riche, super machine, hein, ça on le conteste pas. Ma première machine était un ZX81 en kit, et j'en garde un très bon souvenir parce qu'en fait c'est mon père qui avait fait toutes les soudures des composants ton héros. Pour monter le kit. Voilà. Nous avons la cassette du premier jeu d'échecs sur... en 1K. En 1K, ça c'est quand même... Sur le ZX. Ouais, c'est quand même un bel exploit. Mais revenons-en à l'Apple II. Il n'y a pas encore question d'Auric. Et l'arrivée de Sargon 3, quand même, qui arrivait un petit peu plus tard, c'était quoi, 82 ou 3? Oui, c'est ça, 83, je crois. Et là, ils ont complètement réécrit le moteur de jeu. Et ils sont passés à des techniques plus modernes, et en particulier la recherche de quiescence. Donc, dans leur algorithme, qui est que quand on commence à faire à évaluer l'arbre des coûts possibles, à un moment donné, il faut bien s'arrêter, et on est souvent face à un problème qui est ce qu'on appelle l'effet horizon. C'est-à-dire que typiquement, comme il faut bien arrêter la recherche, il se trouve que si on trouve que le dernier coup, c'était de prendre une pièce d'adversaire, on peut être tenté de dire c'est intéressant, mais si on ne regarde pas plus loin, l'adversaire peut-être va reprendre cette pièce-là. Et donc la recherche de quiescence, ça consiste à continuer à faire une évaluation, donc de chercher des coups, mais seulement les coups des prises et des reprises. Une fois qu'on a atteint donc, le niveau qu'on s'était fixé, donc descendre de 3 niveaux par exemple dans l'arbre, on fait une recherche de quiescence, et là donc on continue à faire les prises et les reprises jusqu'à ce qu'on arrive sur une position où il n'y a plus de reprise. Voilà. Et c'est à ce moment-là que par contre on peut décider que la position est stable, donc on peut l'évaluer. Et ça a fait donc une grosse différence puisque ils ont battu tous les programmes concurrents de l'époque. Ouais. De l'époque. À nouveau, donc, ils ont gagné le championnat du monde en 83 et puis en 84. Et je suis allé évidemment voir sur Asimov pour voir ce qu'il y avait comme jeu d'échecs sur Apple II. Et évidemment, il y en a une bonne quinzaine. 10, allez. Et il y en avait un. Alors, est-ce que les plus récents, ils sont vraiment meilleurs? Tu sais pas ça? Je sais pas. Alors, je suis pas un grand spécialiste de l'Apple II. J'ai essayé de. Alors, pourquoi j'ai choisi ce programme-là aussi? Comme je disais, hein, c'est une espèce d'hommage un petit peu donc à ces deux programmeurs qui disparaissent un petit peu de notre histoire, qui ont connu des grands noms connus comme Ken Thompson, par exemple. C'est des gens qu'ils ont pu croiser au cours de leur vie. Unix, hein, oui. Ken Thompson. Le copain de Richie. Voilà. Des jours heureux. et voilà.
je ne sais plus, qu'est-ce que je disais? Oui, excuse-moi, c'était plus fort que moi. Donc on parlait en fait de Sargon sur l'Apple II. C'est vrai que quand on veut retenir un titre de jeu d'échecs, on retient Sargon 3. Pas le, je sais plus ce qu'il y avait Colossus Chess, je crois ils l'ont pas. J'ai vu qu'il y avait un jeu d'échecs, alors dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Telechess, ça s'appelle. C'est un jeu d'échecs pour jouer avec son pote à travers le modem. En fait, bon, j'ai pas l'impression qu'il joue tout seul, mais on peut s'envoyer jouer à distance, quoi, sur une ligne téléphonique. Ça doit dater des années 85-6 par là. Enfin, c'est incroyable, l'Apple II. Mais le truc de riche, pareil. Il fallait avoir un téléphone. Les gens qui avaient un ZX80 n'avaient pas forcément de téléphone. Je pense que souvent les universitaires avaient un modem pour pouvoir se connecter sur les ordinateurs de leur université. Ouais. Toi, tu es quand même un amateur d'Auric. Oui. Voilà. Donc j'étais frustré évidemment que ce jeu n'existe pas sur ma machine, puisque je n'avais pas un Apple II, j'avais un Auric. Voilà. Tu aurais pu avoir Chess ou oui, Chess. Alors ça c'est Chess, effectivement. Et ça c'est Chess. Si je me rappelle bien, c'est de David Thompson ou quelque chose comme ça. Et puis celui-ci, c'est celui de Tansoft, qui s'appelle en fait Chess 2, qui n'a rien à voir avec le premier. Celui-ci, donc en général, on l'appelle Chess 3.48, 48 pour les 48K. Ah, il fallait 48K de l'Auric. Et celui-ci, donc Chess 2 de Tansoft, avait une particularité, c'était le premier à faire de la synthèse vocale sans chip supplémentaire sans Chess Master. sur l'Auric. C'était difficilement reconnaissable et il jouait très mal. Mais c'était rigolo. Et il jouait très mal. Ouais. Alors, celui-ci joue un petit peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. Voilà. Donc sur Auric, sur Auric, on n'était pas trop gâté et finalement, pour avoir un opposant potable, il fallait se tourner sur une autre machine. Et donc j'ai toujours gardé cette petite frustration depuis ma jeunesse et je me suis dit bon, allez, avant que je sois trop vieux, il va falloir faire quelque chose. Voilà. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé sur ce portage sur l'Auric. Alors est-ce que c'était un gros chantier? Disons que c'est pas des techniques modernes, hein, c'est du patch à l'ancienne. Et donc il y a des centaines et des centaines de patchs pour pouvoir le porter sur l'Auric. Alors bien sûr, là on voit le capteur d'écran derrière. Il a fallu refaire les graphiques puisque sur Apple II, on a des graphiques qui sont définis donc sur en haute résolution. Des octets de 7 pixels. Donc il y a un pixel qui sert en fait pour l'inversion vidéo. Et puis sur Auric, on est sur des caractères qui font 6 pixels. Voilà, donc il faut un petit peu refaire les graphiques. Et en fait, là, tant qu'à faire, j'ai choisi de rester en mode texte et d'utiliser simplement des caractères redéfinis pour afficher les Bon, tu t'es appliqué quand même à faire quelque chose qui ressemble. Tu n'étais pas obligé. Ouais. On voit d'ailleurs les lettres Sargon 3. Oui, en fracture, là, ouais. Voilà, qui sont verticales de ce côté-là et puis horizontales ici, mais c'est les mêmes graphiques qui sont repris. Voilà, donc il y a cette partie-là, les graphiques à refaire. Et puis après, sinon, le challenge, c'était surtout que, comme les périphériques sont très différents, la carte mémoire de l'Apple II et celle de l'Auric sont très différentes, évidemment, il y a beaucoup de choses à déplacer. Et quand on déplace des choses, en particulier du code, il y a toutes les références qu'il faut déplacer avec. Et oui. Alors, peut-être tu pourrais nous parler du volume, tout ça, voir un peu c'était quoi l'ampleur des travaux. Et sûrement, Benoît, il va avoir des tas de questions que personne n'ose poser. La version Apple II remplit à peu près aussi les 48K. Ce qui est différent aussi sur l'Apple II par rapport à l'Auric, c'est que les pages graphiques existent en même temps que les pages de texte. Donc on a 2 pages de texte. C'est des zones différentes. On a 2 pages de texte et une page graphique. Et donc sur le programme Sargon 3 de Spracklen, il y a un premier écran qui contient la liste des coûts. Si on appuie sur échappe, voilà, on est ici. Donc ça c'est la liste des coûts.
le premier écran. Voilà. Quand on appuie sur Échappe, donc effectivement, on passe sur la représentation graphique. Du coup, c'est de la haute résolution, Apple II. Et puis, il y a un troisième écran qui est une fenêtre sur les coûts qui sont en train d'être évalués. Donc, quand l'ordinateur réfléchit, on voit en temps réel les coûts qu'il est en train d'évaluer. Et les coûts qu'il a retenus sur chaque profondeur d'analyse. Ouais, ça, c'était innovant, ça. Donc c'était, je pense, très pratique pour eux aussi pour débugger. Et puis ensuite, ça permet effectivement d'avoir une idée de ce que l'ordinateur, enfin le programme, envisage comme coût futur. Voilà. Alors ici, pour gagner de la place, finalement, j'ai tout regroupé sur un seul écran. Et donc dans la partie gauche, on a la liste des coûts. Au centre, donc, on a la représentation graphique. Et puis dans la partie droite, ce qui est optionnel, avec une combinaison de touches, on a accès à la fenêtre sur l'évaluation en temps réel. Voilà. Alors ça permet donc d'économiser de la place. Oui. Et ça m'a permis de pouvoir avoir en mémoire une bibliothèque d'ouverture plus grande. Puisque de base, en fait, la version Apple II marchait avec des disquettes et donc il chargeait au maximum donc, un morceau de la bibliothèque d'ouverture de 3 à 4 kilos. Voilà. Et puis là, donc, ça a permis de mettre 18 kilos de bibliothèque d'ouverture en même temps donc, sur le RIC. Ouais, c'est ce que tu proposes au début. Là. Voilà. Alors, ça ne permet pas de faire rentrer toute la bibliothèque d'ouverture. Justement, Sargon 3, c'était... un des premiers programmes à avoir une bibliothèque d'ouverture vraiment très, très large. Et on se rend compte qu'en fait, ils ont carrément entré l'encyclopédie des ouvertures des échecs, ECHO, Encyclopedia of Chess Openings, en anglais dans le texte. Yes. Voilà. Et ça suit vraiment donc, les lignes d'ouverture qu'on peut trouver dans la littérature. Ouais. Voilà. Donc on a une grosse bibliothèque d'ouverture, ce qui fait que quand on joue contre le programme, si on suit les lignes d'ouverture classiques, on peut arriver à 30 coups sans être sorti encore de la bibliothèque d'ouverture, ce qui veut dire que le programme ne commence pas à réfléchir par lui-même. Ah oui. Et tu as dû te pencher sur... l'organisation sur Apple II, donc connaître l'Apple II au niveau ROM, oui, tout ça, oui, fonctionnement. Tout à fait. En fait, il y a certaines routines du programme qui s'appuient sur le moniteur de l'Apple II, donc, qui est en ROM. Et en fait, pour être sûr de ne pas avoir de problème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié une partie de ce moniteur dans le RIC. Donc en quelque sorte, finalement, l'Auric émule un petit bout de l'Apple II. Alors revenons un petit peu à la base. Tu peux peut-être nous réexpliquer justement traditionnellement comment on implémente un jeu d'échecs qui ne joue pas tout à fait comme un humain, mais il s'inspire quand même de certaines des techniques qu'utilisent les humains. N'importe quel jeu, Sargon ou après, pas les plus anciens qui avaient très très peu de mémoire, mais un jeu structuré classiquement. Explique-nous un petit peu comment le programme est structuré. Oui. Comment on joue avec un ordinateur. Un ordinateur, donc, dans les premiers temps, si on remonte alors très, très loin, je pense que c'était peut-être sur un IBM 701 ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était Hans Berliner, peut-être, qui avait fait un premier programme d'échecs. Et donc, il entrait les coups. Alors, comme on est sur 8 lignes et 8 colonnes, il avait justement un clavier avec donc 3 boutons pour entrer en octal les coordonnées des coups qu'il jouait. Bon, voilà, donc il entrait les coups comme ça. Il appuyait sur une autre touche pour entrer chaque coup. Et puis il avait un premier programme qui regardait pareil à un coup maximum, donc en avant, c'est-à-dire 2 demi-coups. Donc ce premier programme, il n'avait pas de notion d'ouverture. Il faisait directement la recherche dans l'arbre des coups. Donc là, au début, dans les premiers programmes, il n'y avait pas de recherche dans les bibliothèques d'ouverture. Et puis après, rapidement, dans la théorie des jeux, on a eu une première technique qu'on appelle le minimax, qui consiste à
imaginez donc qu'on déploie toute l'arborescence des coups possibles et on va s'arrêter donc à une certaine profondeur, une profondeur fixe. Et le minimax, comme son nom l'indique, ça consiste à prendre, alors c'est dans l'autre sens, hein, pour celui qui va jouer, à prendre le maximum des minimums. Hein, parce que quand c'est à notre tour de jouer, évidemment, on cherche à avoir le maximum. Et puis l'adversaire, il va essayer de faire en sorte qu'on obtienne le minimum de son côté pour nous. Que nous, on obtienne le minimum. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le minimax. Voilà. Et après, il y a eu des techniques qui ont permis d'optimiser ce minimax en faisant de l'élagage de branches. Et on appelle ça l'alpha-bêta. Donc on a une fenêtre d'évaluation. Et donc, à un moment donné, dans l'évaluation de l'arbre, on sait que cette fenêtre alpha-bêta, c'est en quelque sorte une espèce de compromis acceptable par les deux joueurs. Tout ce qui est donc trop bas ne sera pas accepté par un joueur, et tout ce qui est trop haut sera refusé par l'autre joueur. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la base en fait, des programmes classiques. Hein. Ils sont tous basés sur une espèce d'alpha-bêta. Alors, dans des machines de cette époque-là, on n'avait pas suffisamment de mémoire pour implanter des techniques qui sont arrivées bien plus tard, comme les tables de transposition. Ça, c'est arrivé sur des machines où on avait donc des mégas et des mégas, voire des gigas de mémoire. Mais pour l'instant, donc, dans cette époque-là, on était typiquement, pratiquement tous les programmes sur de l'alpha-bêta. Voilà. Et donc, comme je disais, avec Sargon 3, il y a eu cette innovation qui a été rajoutée d'avoir une profondeur d'évaluation qui était variable finalement et ne pas s'arrêter donc à la profondeur fixée qu'on s'était donnée au départ, mais d'aller un petit peu plus loin en faisant cette recherche de quiescence, donc de quiétude en français, voilà, et qui améliore grandement. Donc, justement, alors, on a fait tout à l'heure une partie en opposant deux ordinateurs en jouant par humain interposé au service des deux machines, pour opposer un programme sur le RIC avec son 6502 et un autre jeu contemporain de 1985, Mega Chess 3.5 sur Spectrum, donc qui tournait sur Z80. Les deux machines ont des quantités de mémoire comparables, mais justement, remontant, avant de parler de ces machines relativement modernes, des machines un peu plus anciennes appliquant les algorithmes que tu disais, pour rentrer de tels programmes, il faut quel ordre de grandeur de quantité de programmes et quel ordre de grandeur de mémoire de travail. Puisque, par exemple, l'Apple II original, il n'avait que 4 kilooctets de RAM dans lesquels il y avait la mémoire vidéo. Donc il en restait moins que ça pour le code et les variables de travail. Oui. Alors en fait, donc, comme on est sur des... alors j'ai dit qu'on évaluait l'arbre jusqu'à une certaine profondeur, mais l'évaluation se fait en profondeur d'abord. Et donc typiquement, en fait, en mémoire, on n'aura toujours qu'une seule position qui sera stockée en mémoire. Et grâce à la pile, on va remonter sur une position qu'on avait donc abandonnée temporairement pour aller voir plus loin. On n'est pas donc sur un déploiement en mémoire de l'ensemble des positions possibles. On n'en a toujours qu'une à la fois. On fait une évaluation donc, de cet arbre en profondeur d'abord. Il n'y a pas l'autre. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas besoin d'énormément de mémoire. Hein, avec quelques kilo-octets, voire quelques centaines d'octets, puisqu'on voit bien que... Alors ça, il n'y a pas d'alpha-bêta sur cette version-là, hein, mais avec quelques kilo-octets, quand je dis quelques, c'est l'ordre de 1 ou 2 kilo-octets, en assembleur bien optimisé, on peut coder un moteur d'échecs avec de l'alpha-bêta. Hors ouverture, bien entendu. Hors avec l'algorithme de base. Sans ouverture. Avec le minimax et l'alpha-bêta. Oui. Et donc, tu n'as pas besoin de stocker d'informations sur les scores des branches déjà balayées. Donc, je comprends, avec la recherche en profondeur, le balayage, il est intrinsèquement, l'arbre qu'on va traverser est intrinsèquement dans le code. C'est lui qui contient l'énumération de l'arbre, l'ordre dans lequel on fait le parcours. Alors, mais tu gardes juste le minimum et le maximum de la descente dans une branche donnée. Tu n'as pas besoin d'informations sur les branches que tu as déjà descendues et remontées. C'est ça, exactement. Donc à chaque fois, on fait remonter des branches vers le haut. Les évaluations qui sont sur les feuilles, tout en bas de l'arbre, ces évaluations vont remonter avec ce principe de sur une couche, c'est du min, sur une autre couche, c'est du max. Ces évaluations remontent vers le haut, mais on obtient ces évaluations qu'une par une au
fur et à mesure qu'on est descendu en profondeur dans les branches. Donc c'était faisable sur du coup des très... Donc on peut faire ça sur, comme je disais, peu de mémoire, 1 kg ou 2 kg. Alors la version qui est là sur Sargon 3, on est sur un code qui fait à peu près 24 kg. Hein. Mais là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a de la gestion pour les disquettes, les routines donc, qui permettent de faire les accès disques, l'affichage aussi qui prend de la place. Bon, il y a un peu de tout. Donc les premiers ordinateurs que les électroniciens du début des années 70 fabriquaient en kit avec un microprocesseur et genre 128 octets de RAM et on était déjà bien content. Finalement, c'était viable en sortant sur un télétype ou sur une console série. On pouvait finalement jouer aux échecs moyennant de rentrer quelques kilooctets de code. Alors 128 octets de RAM, c'est peut-être un peu léger. Or, sans mémoire vidéo, sans affichage sur ces machines-là, comme un Altaïr, un truc comme ça. Bon, ça ne permettrait pas de descendre très, très profondément. Ouais. Bon, alors là, c'est vrai que comme il y a plus de places disponibles sur ce type de programme, Dan et Kate Pracklin, ils ont essayé de précalculer un maximum de choses. Et donc, on trouve beaucoup de tables qui donnent les mouvements des pièces. Donc, au lieu de dire qu'un fou se déplace en diagonale, et on fait une boucle pour faire déplacer le fou, en fait, on a déjà une table qui existe pour le fou, où on a toutes les positions accessibles donc en diagonale pour le fou. Tu peux nous redire les versions successives qu'ils ont faites de Sargon sur Apple II. Tu as en tête sur quelle variante d'Apple II avec quelle quantité de mémoire elle tournait? Alors, je me suis arrêté sur donc ce Sargon 3, sur Apple II. Après, ils sont passés sur 68 000. Ah oui, ça c'était autre chose. Mais en restant sur 8 bits, parce que à l'inverse, l'Apple II a un avantage donc sur l'Oric. l'Oric. C'était sur 68 000, ce serait Sargon 4. Oui, d'accord. Mais celui-ci, il a par contre un lecteur de disquette, alors que le lecteur de disquette c'était rare et cher sur l'Oric. Oui. Donc toi, tu as fait une version qui tourne sur cassette. Oui. L'Apple II original, l'ami Steve Wozniak n'avait pas encore fait le lecteur de disquette quand ils ont commencé à vendre des Apple II, donc ils avaient aussi que la cassette. Mais le lecteur de disquette, je crois, est sorti l'année suivante. Et du coup, eux, leur premier programme qu'ils ont vendu, il était déjà sur disquette. Oui, je crois que c'est Sargon 2. Il y a Sargon, ouais. J'ai vu dans la liste. Mais donc on a confirmé qu'il était sorti sur disquette. Ouais. Programme commercial, oui, je pense qu'il était sur disquette. Je ne pense pas qu'il était en cassette. Après, donc, par contre, le tout premier qu'ils avaient fait, donc là on était encore sur Z80, ils l'avaient publié. Alors ils avaient publié ça dans un magazine de Byte à l'époque. Tu te souviens quelle était la machine à base de Z80 qu'ils avaient utilisée? C'était un kit, enfin, c'était juste un programme dans l'absolu pour Z80 et débrouillez-vous pour le faire tourner sur votre carte Z80? Ils avaient acheté un kit. Ils avaient acheté un kit et ils avaient payé ça très cher. Alors je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était comme kit. Il fallait mériter quand même pour faire marcher un programme qu'on avait acheté. Fallait quand même être motivé à l'époque. Et on se plaint aujourd'hui. Bon, fort heureusement, donc ensuite, un peu plus tard, l'ordinateur était quand même achetable sur étagère. En plus, il y en avait plein les écoles, en tout cas aux États-Unis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc toi, cette adaptation sur Auric, tu as dit que tu avais pu récupérer... Alors d'abord, un premier point, est-ce que quelqu'un avant toi avait fait un effort quelconque de reverse engineering, de documentation, de comment marchait l'exécutable pour Apple II du Sargon 3 original? Je crois pas, j'en ai pas trouvé. Donc ça c'est en œuvre. Et tu as donc préservé le moteur le moteur de jeu à proprement parler et refait les entrées-sorties pour charger le programme et pour l'affichage et bien sûr la saisie au clavier. Bon, toi tu n'as pas de son, il n'y avait pas de son dans le jeu original je suppose? Il y a juste un bip. Il y a juste un bip quand on fait un coup qui est invalide, par exemple, des choses comme ça. Et donc l'enveloppe, les entrées-sorties que tu as faites autour du moteur de jeu original, le binaire littéralement original, tu as dit que tu avais dû patcher des adresses parce que tu avais réorganisé la map mémoire. Mais sinon, c'est littéralement le même binaire ou tu as quand même apporté des modifications au moteur de jeu à proprement parler? Ah non, au moteur de jeu, donc j'ai pas apporté de modifications. En faisant le reverse engineering, donc on apprend beaucoup évidemment sur comment le jeu marche. Et
j'ai eu une demande donc, d'un ami auricien à qui j'avais envoyé le jeu pour qu'il l'essaye. Il l'a trouvé trop fort. Et il m'a demandé si on ne pouvait pas rajouter un niveau 0. Voilà. Donc j'ai rajouté un niveau 0. C'est simplement, en fait, dans une table, on rajoute une quantité de temps disponible pour la partie. Ouais, revenons sur ce point d'ailleurs. Oui. Tu as dit le temps de jeu, quand on a lancé la version qui tournait sur un Spectrum, il m'a demandé directement un nombre de secondes de jeu. Toi, tu étais un nombre de secondes par coup. Et toi, sur Sargon, tandis que moi, ici, les niveaux sont un équivalent en fait, de parties en compétition. Et donc, tu donnes en fait le temps pour 60 coups, ou le temps pour 50 coups, voilà, ou le temps pour 40 coups. Alors, ça dépend des types de parties. Et donc, comme dans les compétitions, tu vois, où tu as par exemple 2 heures pour 50 coups, et puis en fait, quand les 50 coups sont écoulés, tu as de nouveau donc, du temps qui vient se rajouter. Voilà. Et c'est lui qui gère en fait son temps. Voilà, ce qui est impressionnant aussi. Voilà. Donc en fait, ce qu'il fait, simplement, il regarde quel est le temps qu'il a dépensé jusqu'à présent, et puis il regarde combien il lui reste de temps jusqu'à l'échéance, et combien de coups il a à faire, et puis il fait une espèce de moyenne qui va évoluer au fil du temps, et il ajuste. Il fait ça en mesurant sa propre vitesse d'exécution. Et il y a une différence entre l'Apple II et l'Auric en termes de fréquence du processeur? Une très légère différence, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de timer sur l'Apple II. Tout à fait, il faut compter les cycles d'horloge. Et donc en fait, sur l'Apple II, la gestion du temps est approximative. Voilà. Sur l'Auric, on a un timer, et donc là j'ai mis une gestion du temps qui était précise. Sur l'Apple II, en fait, il se base sur une estimation et qui est assez juste. En fait, le moteur de jeu arrive à calculer à peu près 256 coups par seconde. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça lui sert de base en fait pour estimer le temps qu'il passe. Alors c'est vrai que c'est pas énorme. Je ne sais pas si cette information était juste, mais dans le Mega Chess du Spectrum, je lui avais donné 5 secondes. Parfois, il en prenait un petit peu plus. Et il arrivait à faire, d'après le compteur qu'il affichait, jusqu'à 7 ou 8 000 coups. Avec un Z80 à 2 MHz, je crois, ou 4 MHz. Oui, 4 MHz dans le Spectrum. Mais qui, en fait, sont des faux MHz, puisqu'on sait que le Z80 a besoin de beaucoup de cycles d'horloge par instruction. Donc, ça doit être à peu près la vitesse d'un 6500 de 1 MHz. Et donc ça suggère qu'il faisait peut-être de l'ordre de 1000 coups par seconde. Oui, c'est un peu étonnant. Peut-être pas la même chose. Il compte peut-être pas la même chose. Et on a constaté qu'il s'est quand même fait un peu écraser par Sargon 3, ce pauvre Mega Chess 3.5. Là, je pense que c'est vraiment donc cette recherche de quiétude qui fait la différence. Oui. Redis-nous l'année de sortie du moteur Sargon 3. Je crois que c'est 1983. Pourtant, donc ce Mega Chess a été un chouïa plus récent. C'était pas le premier par son auteur, mais celui-là était sorti en 1985. Bon. Transposer le jeu sur cassette. En fait, sur cassette, fondamentalement, tu construis un énorme binaire qui se charge en une seule fois. Ça se charge simplement une succession d'adresses un range consécutif de RAM. Comment est fichue l'organisation mémoire de l'Auric qui a 64 kilooctets, alors que comme c'est la totalité de l'espace du processeur, il y en a une partie qui est quand même prise par les entrées-sorties. Qu'est-ce que tu utilises réellement comme quantité de la mémoire de la machine? Ou c'est pas vraiment le problème à la mémoire totale? Alors, de base, quand on a un lecteur cassette sur l'Auric, on n'a accès qu'à 48K de mémoire. Il y a 16K qui sont cachés par la ROM. Et donc sur les 48K, là, en fait, le programme est chargé par morceaux. J'ai mis juste un petit menu au début pour donner la possibilité de choisir parmi des sections différentes de la bibliothèque d'ouverture. Donc on a les parties qu'on appelle les parties ouvertes, les parties fermées, les parties semi-ouvertes. On a les parties avec les ouvertures de flanc, qui sont un petit peu les parties exotiques. Quand on commence à jouer, par exemple, un A2, A4, voilà. Donc c'est un petit peu bizarre de commencer avec un A2, A4. Et donc du coup, comme on ne va pas charger au fur et à mesure la bibliothèque depuis la cassette, c'est un menu qui demande à choisir dès le début quel type de partie on a envie de faire. Donc si on veut le coincer, il suffit de mentir au début.
Voilà. Et du coup, Alors, il ne peut plus utiliser les ouvertures. Alors, on peut aussi, simplement, donc c'était prévu dans la documentation de Sargon 3, on fait un contrôle Y, on lui demande de sortir tout de suite, de ne plus utiliser la bibliothèque d'ouverture. On peut le forcer à jouer avec son moteur de jeu et pas à se reposer sur la bibliothèque d'ouverture. Alors ensuite, tu nous as dit que les graphismes étaient en mode texte, que la mémoire texte de l'Auric avait la police de caractère, donc redéfinissable de 6 par 6. 6 par 8, oui. Pardon, 6 par 8. Là, du coup, chaque case, c'est 2 caractères par 2 caractères, un peu plus 3. 3 par 3 Oui. Et est-ce que tu as de l'inverse vidéo dans le mode texte de l'Auric ou est-ce que tu es obligé de tout dessiner en double pour les pièces Oui, noires et blanches ? il y a aussi donc l'inverse vidéo, effectivement, on s'en sert. Donc ça te coûte rien, du coup ? Voilà, donc ça coûte rien. Et par contre, donc, en fait, si on veut avoir à la fois des caractères pour afficher les coups, par exemple, donc les caractères alphabétiques et alphanumériques, l'Auric dispose de normalement un jeu ASCII avec 96 caractères. Donc il y a un premier jeu, 96 caractères, sauf que la plupart sont utilisés par les lettres et les chiffres. On voit qu'on utilise aussi quelques petits opérateurs. Et on a un deuxième jeu de caractères, pareil, qui fait 80, alors qui n'en fait que 80 cette fois-ci, 80 caractères redéfinissables. Alors, si on compte, du coup, ça ne fait pas assez pour avoir combien de pièces, de types de pièces. On a 1, 2, 3, 4... 6 au total, 6 types de pièces différentes. 6 types de pièces, mais on voit que ce ne sont pas des graphiques inversés qu'on a, parce qu'on voit le contour par exemple sur le cavalier qui est en E2 là, ouais. Et celui qui est en D3, c'est pas l'inverse vidéo l'un de l'autre. En effet, ouais. Voilà. Donc il faut compter 12 pièces. D'accord. En fait, et si on multiplie 12 par 9, ça fait trop. Ouais. Voilà. Donc il y a des petites astuces qui réutilisent en fait des morceaux de certaines pièces dans d'autres pièces. Oui. Voilà. Bon. Donc, tu es reparti quand même des graphismes du jeu original ou tu as redessiné tes propres pièces ? J'ai redessiné des pièces en m'inspirant de celles qu'il y avait. On peut voir, donc il y a des grosses ressemblances. Okay. Mais comme on n'a pas les mêmes rapports donc de hauteur et largeur, il a fallu redessiner un petit peu les choses. D'accord. Donc tu nous as expliqué comment le programme démarrait. Tu nous as expliqué que tu l'avais connecté au mode texte de l'Auric avec des caractères redéfinissables, que tu utilisais un timer pour toi avoir une mesure du temps correcte et donc gérer ta difficulté correctement, enfin de façon sincère. La gestion du clavier, c'est pas très difficile. Je suppose tu as une case où tu sais quelle est la dernière touche enfoncée. Oui, ça s'appuie sur des routines de la ROM. Tu as le bon goût de permettre l'erreur aux pauvres joueurs ou... C'est de base en fait. Dans le Sargon 3 d'origine, on a la possibilité de revenir en arrière. Tu peux remonter aussi loin que tu veux on peut remonter aussi loin qu'on veut jusqu'au début de la partie. Et quelles autres possibilités il offre pour les gens qui veulent étudier ? Est-ce qu'on peut le faire jouer à sa place ? Est-ce qu'on peut l'empêcher de jouer un coup pour rentrer un coup manuellement ? On peut le forcer donc à jouer tout de suite à un moment donné. On peut échanger donc en plein cours de partie, donc dire c'est toi maintenant qui prend la position qui est perdante, par exemple. Oui. Non, il y a plein d'options effectivement dans ce Sargon 3 qui. Ah oui, ça c'est un gros truc, effectivement. C'est que donc tous les modes qui sont ici, donc les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin le 9 c'est pour les problèmes, de 1 à 8, c'est sans compter le fait que quand l'adversaire joue, il continue à réfléchir. Voilà. Et donc si l'adversaire prend beaucoup de temps pour réfléchir, l'ordinateur, de son côté, a déjà aussi bien avancé dans son évaluation de l'arbre. Oui, donc quand on fait jouer les deux ordinateurs face à face par une main interposée, il faut se dépêcher de taper avec la latence humaine, il y avait un avantage certain. Effectivement. Voilà, on peut donc demander à utiliser un mode easy. Donc c'est CTRL-E, on fait CTRL-E, on tombe sur un mode où il ne réfléchit pas pendant le tour de l'adversaire. D'accord. Et il faut ça, je pense, pour
un joueur débutant, même au niveau 0, en mode easy, ça commence déjà à être... Il faut commencer à réfléchir. Oui. Est-ce que tu as d'autres fonctions comme sauver ou reprendre quoi que ce soit Oui, sur cassette, donc, c'est pas si simple. Voilà, alors ça, donc, je ne l'ai pas encore implémenté. Effectivement, sauvegarde sur cassette, ça offre pas beaucoup de... C'est pas très pratique. Ça existe sur la version disquette, évidemment. On peut sauver une partie en cours. Ou charger une partie, évidemment. On peut imprimer. On peut imprimer. Le jeu marcherait sur Télestrat ? Le jeu marcherait sur Télestrat, je pense, avec la cartouche. Pour avoir la bonne ROM, pour le basique. La cartouche Atmos. Donc, formidable. Voilà, alors ça reste donc un public très réduit. C'est certain. Déjà, donc, les gens qui continuent à utiliser un Auric aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux. Là-dedans, ceux qui jouent aux échecs, ça réduit encore. Et puis, ceux qui ont envie de se mesurer à Sargon 3, qui doit avoir un Elo peut-être de 1700, peut-être, par là. Il faut s'accrocher. Justement, donnons un peu de difficulté à Sargon 3. Tu as mentionné que Sargon 4 tournait sur 68 000. Il y avait le Chessmaster 2000 qui a commencé aussi sur 8 bits, mais qui a été aussi porté sur les ordinateurs 68 000 avec de meilleurs graphismes comme les Atari et les Amiga. On a eu un exemplaire neuf, non déballé. Par Kasparov. Ah, non. Oh. Non, c'est Yasser. C'est Fischer ? Yasser Serawan. Oh, il est encore sous blister et c'est magnifique. Oui, je vais pas oser le. Alors là, c'est. On voit les captures d'écran, évidemment, c'est l'écran Amiga, alors que c'est une version Apple II. Oui. C'est de la politique commerciale. Ouais, bon, faut vendre du rêve. Alors, on disait tout à l'heure, on n'était pas trop sûr pourquoi celui-là était appelé Sargon alors que le jeu a été inventé en Inde, on croit. J'ai le souvenir que sur Atari, il y avait un Kempelen Chess qui, si je me souviens bien, était d'un gars qui fabriquait un soi-disant automate qui jouait automatiquement aux échecs avant qu'on ait des ordinateurs. Mais il avait un peu triché, je crois. Il me semble que c'est ça, le Turc. Le Turc. Kempelen. La machine. Von Kempelen. La machine qu'on appelait le Turc. Oui. Avec un nain dedans qui était assez bon. Donc ce jeu-là, je ne sais pas quel était son niveau. Par contre, je me souviens qu'on avait le très impressionnant visuellement Battle Chess, où les pièces se battent réellement sur des ordinateurs 16 bits. Ah, ça fait avec très de la Star couleur Wars, oui. et des animations, donc elles se battent. Ou Par Harry contre, Potter, oui. Il est pas bon, non ? il avait la réputation de jouer assez mal. Tu le jauges comment ? Parle-nous des autres moteurs de jeu de l'époque 16 bits, Sargon 4 ou autres. Qu'est-ce que tu saurais nous dire en termes de leur force, de leur qualité de jeu, si justement on les mettait en face d'un Sargon 3 sur 8 bits ? Au bout d'un moment, forcément, la puissance de calcul fait tout. Donc là, purement la vitesse, c'est pas une question de mémoire, c'est juste une question de vitesse pure et de taille de la bibliothèque la d'ouverture. puissance de calcul. À partir du moment où on utilise un algorithme qui est, comme je disais, donc assez standard, alpha bêta typiquement, avec une recherche de quiétude, on se retrouve avec des programmes qui sont similaires. Et là, c'est la puissance de calcul qui permettra d'aller plus loin dans l'arbre et donc de voir plus loin que l'adversaire. Mais l'algo reste strictement le même. Ils sont Mais pas souvent, plus intelligents, juste plus souvent les rapides. algorithmes restent à peu près les mêmes. Comme je disais, donc les tables de transposition sont arrivées sur des ordinateurs où on avait quand même beaucoup plus de mémoire, ce qui permettait de mémoriser en fait des positions qu'on avait déjà rencontrées dans l'arbre. Oui. Voilà. Et quand on retombait sur ces positions, parce qu'en fait, quand on échange des coups aux échecs, on peut retomber sur les mêmes positions. Quand l'ordre des coups change, on peut retomber sur les mêmes positions. Ça permettait d'accélérer grandement le programme. Mais donc le 6502 de mémoire est resté assez longtemps utilisé sur les machines autonomes d'échecs, donc dans la marque Fidelity. Alors, il poussait des 6502 à des fréquences un peu plus hautes. D'abord 6 MHz, je crois qu'ils sont montés jusqu'à 12 MHz. Et il faisait encore bonne figure par rapport à des machines, donc 32 bits même, par rapport à des machines. Oui. Tu as en tête pourquoi ? Donc le 6502, c'est un 8 bits qui ne sait pas faire une multiplication, qui fait que des additions et des soustractions, comme d'autres 8 bits, mais certains savaient déjà faire des multiplications à l'époque.
Il a des modes d'adressage qui ne sont pas idéaux pour des langages de programmation de haut niveau avec des tableaux, etc. Mais néanmoins, il peut quand même déréférencer une case d'un tableau à condition que ce soit avec un index sur 8 bits, donc entre 0 et 255. Et qu'est-ce qui fait là-dedans que ça se prête mieux ou moins bien que le Z80 à l'implémentation des... Alors, il y avait des modes d'adressage particuliers qui permettaient d'adresser des tables dans la page 0. Tout à fait. Qui en plus va plus vite en vitesse. Donc ça va plus vite. Et dans cette page-là, on a la possibilité de faire des tables qui vont être soit indexées par le registre X, soit indexées par le registre Y. Et donc typiquement, en fait, dans le programme, là, on voit très souvent donc, des tables qui sont implémentées en page 0. Et on va aller chercher donc, dans une table où on va avoir la liste des pièces, on va aller chercher la position de la pièce. Ça va nous servir d'index. Et dans l'instruction juste après, donc avec une instruction, on récupère la position de la pièce. Avec une instruction après, on est capable d'aller sur le plateau de jeu, aller récupérer ce qui se trouve à cette position-là. Voilà. Donc très rapidement, comme ça, juste... c'est un petit peu un processeur RISC, finalement, le 6502. Cette espèce de page 0 donc, sert aussi de... donc quand on prend deux octets les uns à côté des autres, ça nous donne un pointeur 16 bits. Oui, c'était la page typiquement pour stocker tous les pointeurs 16 bits. Et finalement, importants. ça sert ensuite de mode d'adressage, où on prend donc ces pointeurs 16 bits pour aller chercher des informations plus loin dans la mémoire. Voilà. Comme finalement si on avait 128 registres pointeurs. Donc du coup, tu considères que oui, programmer un moteur d'échecs en assembleur, finalement l'assembleur 8 bits s'y prêtait assez bien par opposition, par exemple, à des petits programmes publiés dans des magazines qui du coup étaient toujours des listings en basique. Oui, je pense que la taille idéale, ça serait 16 bits, parce qu'il se trouve qu'on a 16 pièces. Donc chaque joueur a 16 pièces. Et très souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on cherche quels sont les coups possibles, il faut passer en revue toutes les pièces qu'on a. Voilà. Et à tout moment du jeu, on aura 16 pièces. Enfin, au maximum 16 pièces. Si on fait une promotion, en fait, on va remplacer un pion par une autre pièce. Mais on n'a pas perdu sur le nombre de pièces. Et donc, avec des tables comme ça, si on est capable de gérer 16 bits à la fois, on va être capable de très rapidement pouvoir générer ces coups. Voilà. Et en fait, on voit dans le programme que déjà les épouses Spracklen utilisaient une technique qui a été reprise bien plus tard dans les programmes modernes comme Stockfish aujourd'hui, qui sont les bitboards. Alors c'est un petit peu étendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des machines qui sont sur des processeurs 64 bits, et on est capable, en fait, du coup, 64, c'est le nombre de cases de l'échiquier. Donc on est capable d'associer un bitmask qui va nous dire, par exemple, quelles sont les cases qui sont occupées par les pièces blanches. Et puis on peut avoir un autre bitmask qui nous dit quelles sont les cases qui sont occupées par les pièces noires. Et en faisant des opérations de masquage donc sur ces bitboards de 64 bits, on est capable de générer les coups très rapidement. Déjà, en fait, sur du 8 bits, les épouses Spracklen, ils font un petit peu la même chose. Mais simplement sur 8 bits à la fois. Les inventeurs du jeu d'échecs étaient quand même sacrément en avance sur leur temps pour anticiper la conception des ordinateurs à venir dans le dimensionnement de l'échiquier en 8 par 8 plutôt qu'un autre carré. C'est vrai que ça s'y prête en termes de taille. Voilà, ça se prête très bien. Ouais. C'était fort, les Indiens. Ils ne savaient pas à quoi ça allait servir, mais ils savaient que ça serait bien, ça sera adapté. Oui. Tu saurais nous dire quelque chose sur les échecs par rapport aux dames sur ordinateur, ou tu connais rien de particulier aux jeux de dames Alors, je trouve que j'ai fait des programmes de dames, donc, que j'ai programmé des jeux de dames françaises, plus que les dames anglaises. Alors, les dames françaises sont un petit peu plus compliquées justement à gérer que les dames anglaises. Et là, donc, c'est pareil. Donc, on a cette recherche de quiétude qui est absolument nécessaire pour faire un programme qui, très rapidement, lamine tout joueur humain, parce que les dames, c'est ce qu'on appelle le jeu des combinaisons. Et typiquement, en fait, l'ordinateur, il va avancer un pion pour qu'on le mange. Allez, tiens, on avance un autre pion. Tiens, mange-le, celui-là.
Et il positionne comme ça en nous forçant, puisqu'on est obligé de prendre, en nous forçant à jouer, il va nous positionner donc nos pions de telle sorte qu'après il va faire Et en un coup, il va une, terminer. une rafle et hop, voilà, au total. D'accord. Et le Go pour ces prochaines étapes? Ah non, le Go c'est quand même le Go c'est quand même autre chose. Hein. Bah, Historique. pendant des dizaines d'années, on a pensé que c'était inaccessible pour les ordinateurs. Hein. Et puis, lorsque Lee Sedol s'est fait battre, Mais d'un autre côté, c'est justement, il n'est pas vraiment battu par un algorithme. Il est battu par une machine qui finalement imite la part d'improvisation, de prise de risque, de jugement imparfait voilà, de l'humain. on est sur de l'IA, disons, plus au goût du jour aujourd'hui. Hein, donc, apprentissage par renforcement, typiquement. Et ce n'est pas du tout les mêmes techniques, Non. effectivement. Parce que d'une certaine manière, c'est une machine qui finalement mémorise une quantité astronomique de parties avec les compromis qu'il y a Alors, dedans, derrière, plutôt que d'appliquer une évaluation de la valeur de chaque coup, qui elle-même, on peut peut-être revenir sur ça. je crois que derrière, il y a quand même aussi donc une espèce d'alpha-bêta aussi, D'accord. quand même, Donc, il combine les deux. qui tourne derrière. Et d'ailleurs, justement, puisque dans l'algorithme classique du minimax, tout repose quand même sur le fait de donner une certaine valeur à certaines pièces pour noter les coûts, d'où viennent ces valeurs, de quelle expérience? Est-ce que ça a évolué aujourd'hui, ce qu'on met comme valeur des différentes pièces, des différents mouvements, dans les moteurs de jeu actuels par rapport à ce qu'avaient fait les auteurs de Sargon il y a presque 50 ans? Alors, c'est très rigolo ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai appris aux échecs, tout petit, donc on m'avait offert une boîte hein, avec un échiquier très cheap, hein, il était en carton. Voilà. Donc il y avait des petites pièces en plastique. Par contre, donc il y avait les règles du jeu. J'avais appris comme ça, et j'avais gardé en mémoire que la dame valait 10 points. Et aujourd'hui, on dit la dame vaut 9 points. Voilà. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un défaut de mémoire là? Mais donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, bon, un pion c'est 1 point, donc un cavalier, un fou c'est 3 points, une tour c'est 5 points, et la dame c'est 9 points. Voilà. Et pourtant, moi j'avais ce souvenir de 10 points, équivalent donc à 2 tours. Je pense que je l'avais lu. Donc quelque part, peut-être ça a été raffiné. Mhm. Ce sont exactement ces valeurs-là qu'utilisent les programmes. Et les programmes utilisent ces valeurs-là, oui. Bon, ils rajoutent évidemment une évaluation positionnelle. Là, par exemple, donc Sargon 3, en fait, va aussi essayer de favoriser l'alpha-bêta. Donc, on favorise l'alpha-bêta si on a une espèce d'oracle qui est capable de dire dans l'ordre quels sont les meilleurs coups. Et donc, si on joue, donc, si on évalue dans l'arbre ces coups dans l'ordre décroissant, donc du meilleur coup vers le plus mauvais, on va avoir beaucoup d'élagage. Mhm. Hein. Et donc ici, en fait, dans la génération de coups, bien sûr, il va commencer par essayer de jouer les coups qui prennent des pièces adverses, puis les coups qui prennent des pions adverses, et puis après, donc, des coups qui simplement donc, ne prennent pas de pièces, mais ils sont aussi ordonnés. Et en fait, tous les coups, les positions de l'échiquier sont regardés, les mouvements vers ces cases-là sont dans un certain ordre, toujours le même, qui favorise évidemment le centre. Donc on cherche évidemment, du coup, à essayer de se positionner sur le centre. Et puis après, donc, des cases qui sont un petit peu autour, et petit à petit, on s'écarte vers les bords. Ça vient entièrement de l'expérience de toute la bibliographie oui. qui se retrouve du C'est coup des principes un petit peu généraux des joueurs d'échecs. Dans l'implémentation, c'est fait quoi? En faisant des pondérations? C'est fait en C'est une table, créant hein. des structures de données dans un certain ordre? C'est une table, c'est une espèce de... comme une liste Chinet qui est stockée dans une table. Donc on a la première position, donc la meilleure. Donc justement, ça va être E4 par exemple, qui va inciter à jouer le pion en E4, si on n'utilisait pas la bibliothèque d'ouverture. Et puis, à cette case-là, dans une table, on va trouver la position de la case suivante, la deuxième case, qui va nous faire pointer sur celle d'à côté, puis celle-là, et elles sont chaînées comme ça. Voilà.
Donc toute cette table précalculée, figée dans le programme. Voilà, donc avec une simple table de 64 octets, on a en fait l'ordre des cases D'accord. qui Qui du coup n'est pas du tout linéaire, qui n'est pas le XY Voilà. de l'échiquier. Ouais. Ok. D'accord. Bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications techniques et sur le moteur original et sur son adaptation, transposition à la RIC. René. Eh bien, merci. J'ai vérifié pendant ce temps-là, c'est bien l'IPM Voilà. 701 Ah. et c'est 56. Il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, question là-bas. François, est-ce que tu peux passer le micro? Tu as beaucoup parlé d'alpha, bêta et tout ça sur les fonctions du coup d'évaluation. Au début, ça prenait en compte certainement que le matériel, mais après, ils ont dû évoluer avec les est-ce que sur l'évolution, est-ce que ça prenait déjà en compte le nombre de cases contrôlées, les pions doublés, les structures de pions, ou pas du tout, ou c'était juste vraiment aller le plus loin et c'était que le matériel qui comptait Là, on était encore sur le matériel à cette époque-là. Oui. que sur le matériel. Oui, quoi. oui. D'accord. Et comme je Et disais, le niveau c'était est low là du jeu, je pense qu'il est autour de 1700. de 1700 quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Quoi. Et par rapport aux jeux que tu avais comme les Challengers en électronique, est-ce que c'était je ne sais pas si ça Eh te ben, parle. c'est similaire, je pense. C'est similaire. Ouais. C'est Ouais, et similaire. encore, c'était encore Et similaire. donc, Il y a les bibliothèques, du coup. Il n'y a pas dans les challengers, tout ça, il n'y en a pas, si. si, il y a des bibliothèques dans les challengers. Et il y avait même des modules, Ah, carrément. Ah, oui. des modules de bibliothèque d'ouverture que tu pouvais rajouter à partir d'une certaine série. Oui, pas de table de finale, rien sur les finales, c'était juste la profondeur. Quoi, sur les finales, t'as pas de table. Alors, est-ce qu'il y avait non, il n'y a pas de. C'est que la profondeur alpha bêta. Enfin, Oui, calcul. oui. Et donc, effectivement, il peut être faible lorsque, si on se trouve sur une position donc très, très vide sur le plateau et qu'on a un pion qui est très loin de la promotion, par exemple, il ne le verra pas forcément. Donc là, du coup, au max, quand tu prolonges les prises, il arrivait quand même sur une dizaine de demi-coups, quoi, peut-être sur des Oui, coups même forcés. plus, oui. Ah oui, même plus. Même plus, quoi. Même Ouais. plus, oui, Ouais. avec les prises et les reprises. Ouais. Alors même s'il n'a pas évalué tout l'arbre jusqu'à cette profondeur-là, on a une espèce de variation principale. Ouais. C'est-à-dire, finalement, il considère que cette suite de coups est la meilleure. Ouais. C'est le compromis acceptable par les deux joueurs, et qui peut s'étendre jusqu'à 16 coups. Oui. Et là, tu disais, c'est alpha bêta déjà, sur ça. Oui, sur ça. oui. On est sur de Et du l'alpha coup, bêta. tu as les prises et les échecs qui devaient continuer. En tant qu'échec, il poursuit aussi Alors, il est-ce que poursuivait l'arbre Est-ce que donc quand on fait échec, est-ce que c'est compté trouver comme les une, maths ou est-ce comme que ça c'est compté comme une prise? Souvent, quand on fait échec, ça réduit le nombre de possibilités Oui, pour l'adversaire. Ouais. Mais des fois, il y a quand même un certain nombre de coups possibles. Ouais, Donc, ouais. je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a peut-être que les prises et les reprises. Et là, ils sont allés jusqu'au 4, c'est ça? Après, ils ont arrêté. Ouais, Et le 4, donc, était sur 68 000. D'accord. Voilà. Et si j'ai choisi en fait ce Sargon 3, c'est aussi parce que c'est a priori, je pense que c'est un des derniers qui tournait encore sur un 6502 NMOS et pas sur un 6502 CMOS avec un mode d'adressage supplémentaire et quelques instructions supplémentaires. Et un bug en moins sur l'un des modes d'adressage du tableau. Et Ils s'en fichent, ces tableaux sont alors après, par contre, les machines spécialisées sont passées sur des versions CMOS. Et donc là, les meilleurs programmes d'échecs, après, sont plutôt faits, je pense, par Ed Schroeder. Et d'ailleurs, donc, les époux Spracklen ont failli arrêter complètement de développer des programmes d'échecs quand ils ont perdu, justement, contre Ed Schroeder. Ça va. D'une part, on leur adresse nos salutations et notre admiration. Et puis, du coup, ça clôt la discussion puisqu'ils ont abandonné et ils ont lâché l'affaire. Pour conclure, j'avais une dernière question. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que l'IA, dans le jeu d'échecs, va entraîner des hallucinations du genre le cheval qui se prend pour un fou ou
la reine qui peut faire, le roi qui peut faire 2-3 cases de promenade. Alors, tu sais qu'ils ont fait faire donc ils ont fait jouer des IA de type ChatGPT aux échecs, alors que ce ne sont pas des IA qui ont appris aux échecs. Et ils ont été capables de commencer à jouer aux échecs, parce qu'effectivement, en parcourant tous les documents qu'ils ont vus sur Internet, ils ont vu des parties. Et ils ont été capables de commencer à jouer aux échecs. Mais au bout d'un moment, jouer des coups qui n'avaient rien à faire là, qui n'étaient pas légaux, ça trichait complètement. Il y a des pièces qui apparaissaient. C'est bon ça. Ouais. Et du coup, elle gagnait. Voilà. Et sinon, j'ai vu aussi donc, un article qui parlait d'une IA donc, qui avait été entraînée, cette fois-ci pour essayer de gagner. Et en fait, pour gagner, elle est allée modifier en mémoire la partie qui était en train de se faire. Donc, elle est allée tricher, donc elle est allée modifier donc, l'état de la position du jeu qui était à ce moment-là dans la partie. C'est ça, c'est bien un truc d'aujourd'hui, tu vois. On aura chacun sa vérité. Elles imitent un peu trop bien les humains, je pense. Oh, oui. Ça imite même les fake news et les fake Bah, news. C'est de l'optimisation. Donc le but, c'est de gagner. Hein, voilà. Il faudra juste lui apprendre la notion de règle. Ah, on a encore une question, hein, le monsieur derrière. Est-ce que tu as essayé du coup de le faire tourner peut-être sur PC pour voir la puissance qu'il pouvait avoir en ayant plus de puissance de calcul et en l'émulant Une émulation qui overclock, donc Ouais, qui, voilà, enfin, qui ouais. multiplie la fréquence Ouais. du CPU. Oh, ça doit être joué assez fort. Enfin, ou est-ce Non, qu'il parce avait que une limitation d'arbre quand même ou Déjà, donc, elle me bat largement. Donc, du coup, c'est ça le problème avec les programmes d'échecs, c'est que quand ils sont pas assez bons, c'est pas très intéressant parce qu'on gagne tout le temps. Et quand ils sont trop bons, après, c'est pas intéressant parce qu'on n'aime pas perdre. Ouais, c'est dur de simuler des joueurs moyens, quoi. C'est vrai que- Et voilà. Donc, il faut vraiment trouver le bon niveau, quoi. Et pour ça, finalement, une machine 8 bits, c'est bien. Ça peut suffire. C'est largement suffisant. Ouais. Hein. Pour nous, c'est largement suffisant. Ouais. Parce que, bon, vous le savez tous, hein, Stockfish, aujourd'hui, bat largement donc, le champion du monde des échecs. Donc Magnus Carlsen s'est fait détrôner il n'y a pas longtemps par un Indien. Hein, donc on a aujourd'hui un Indien qui est champion du monde des échecs. Mais donc l'IA est à... Enfin pardon, Stockfish, ne serait-ce que Stockfish, hein, sans parler des Alpha 0, etc. Donc ils sont des programmes d'IA avec hallucination si tu veux, mais qui marchent quand même vraiment très bien pour les échecs. Des programmes qui apprennent à jouer tout seuls, par eux-mêmes, hein, qui se basent même plus en fait sur les parties existantes. Donc, ils inventent en fait leur façon de jouer. Et on est donc à des années-lumière donc de différence par rapport aux meilleurs joueurs humains. Donc il n'y a plus de compétition possible. Quand on parlait du classement Elo tout à l'heure, une différence de 200 points, ça veut dire que quasiment à coup sûr, donc celui qui a 200 points de plus gagne donc celui qui a 200 points de moins. Et aujourd'hui, donc le champion du monde humain, il est autour de 2800. Hein, et on estime que les IA sont à plus de 3800. Donc il y avait vraiment plus qu'à les faire jouer entre elles. Donc elles jouent entre elles simplement aujourd'hui. Donc, oui. Mais par contre, en fait, assez rapidement, après la défaite de Kasparov, on s'est rendu compte que les programmes d'échecs pouvaient aider les humains à eux-mêmes s'améliorer. Voilà. Et en fait, ce sont des partenaires d'entraînement pour tous les joueurs aujourd'hui. Et ces programmes récents qui ont un Elo de 3800, ils jouent de façon très différente ou on reconnaît quand même des débuts communs à ce qu'il y a dans les ouvertures standards, les débuts de partie? Ah non, oui, sur les ouvertures, on reconnaît les ouvertures. Donc ils vont retrouver les ouvertures standards. Oui. Tu voulais dire... Ils n'ont pas inventé des façons de jouer complètement révolutionnaires. Tu dis, ils battent les humains, d'accord, oui. mais parce qu'ils vont vite, donc ils peuvent évaluer plus loin. Oui.
mais pas non plus parce qu'ils auraient littéralement inventé une manière d'exploiter le jeu totalement différente, avec des coûts totalement inattendus. Dès le début, des ouvertures, des nouvelles ouvertures, tu veux dire, par exemple. Oui, entre autres. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu tant que ça de nouvelles ouvertures qui aient été découvertes par les IA. Voilà. Et par contre, en fait, on a des... Donc, les machines s'entraînant, la profondeur donc, de ces bibliothèques d'ouverture pour les machines est devenue immense. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 50 coups, quoi. Les machines, dès le début, elles ont des bibliothèques d'ouverture qui peuvent aller jusqu'à 50 coups. Donc c'est une partie entière, quoi. Moi, je fais des parties, il y a dur même pas 30 coups. Voilà. Voilà. D'où en fait, ça perd tout intérêt de jouer. Parce que finalement, si tout le monde en fait, récite par cœur une ouverture sur 40 ou 50 coups, c'est plus des échecs, quoi. D'où en fait les propositions qui sont soutenues en particulier par Magnus Carlsen de Chess 960, qui consiste à, au départ, ne plus avoir cet ordre-là des pièces, mais donc à avoir des positions aléatoires pour les débuts de partie, et donc on se retrouve avec peut-être des choses comme ça. Voilà. Donc on a des pièces qui sont réorganisées ici, et ça varie. Donc ça varie énormément en fait le démarrage d'une partie. Alors effectivement, mes jeunes collègues avec lesquels on joue parfois entre midi et deux m'ont parlé du 960. Mais est-ce que ça ne veut pas simplement dire qu'on va finir par écrire de nouveaux livres d'ouverture pour les 960 positions initiales? Les humains, ça va peut-être leur prendre du temps. Pour une machine, ça pose pas de problème. Pour une machine, rapidement le bouquin. Ah oui, pour une machine, ça pose pas de problème. Bon. Donc comme jeu, c'est nul, il faut jouer au Go. Non, mais pour les humains, Ouais, Magnus Carlsen donc proposait ça pour les humains en disant c'est idiot aussi de réciter nos ouvertures les uns contre les autres. Allez, on va commencer comme ça avec une partie un petit peu aléatoire. Pour les humains, on ne va pas retenir toutes les ouvertures possibles. Et du coup, ça redonne un intérêt au jeu. Et de ce que tu en comprends, toi, les humains jouent le jeu, justement, c'est le cas de le dire, en ne se renseignant pas sur des nouveaux livres d'ouverture écrits par des machines, ou ça devient maintenant un jeu de mémoire où il faut apprendre par cœur des plus gros livres d'ouverture qui sont en train d'être écrits par des machines ces dernières années, depuis que le 960 est devenu... Ouais, je pense pas, ça fait quand même ça ferait beaucoup à apprendre. Donc ils continueront. Ils se remettront à improviser un peu plus. Je sais bien qu'il y a des gens qui arrivent à mémoriser des milliers de décimales de pi, par exemple, de construire des palais mentaux ou avec des techniques qui permettent de mémoriser des quantités phénoménales d'informations. Mais bon, nous, on préfère mémoriser la liste des opcodes du 6502. Il y en a moins, ça va plus vite. Ils sont éternels, on ne peut pas les bouger. Bon, en tout cas, le jeu d'échecs sur 8 bits, c'était déjà bien avant, comme on aime bien dire à Silicium, concernant le rétro gaming. Et ça reste bien. Merci Fabrice. Merci à vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur l'Internet. Et notre intelligence très artificielle se fera un plaisir d'y répondre. Hein, Fabrice? On verra. Vous voulez, hein? Merci à tous. Merci à toi.